parler aujourd'hui de l'exil. Comment vous transmettre des récits que l'on entend peu, qui sont invisibles, car souvent confisqués par la haine et la division? Comment vous informer sur un sujet très médiatisé mais mal traité? C'est ce que je vais tenter de faire dans cette nouvelle émission. 1 heure chaque mois en compagnie d'invités pour aborder en profondeur les migrations et les droits humains sous un nouvel angle. Bienvenue dans Exil d'une voix à l'autre. Je suis Éléonore et je suis très heureuse de vous présenter ce nouveau rendez-vous. Dia et Islem. Ils avaient 16 et 22 ans. Je les ai rencontrés dans un train en direction de Sfax, deuxième plus grande ville de Tunisie, où des milliers de personnes campent dans l'attente d'une traversée vers l'Italie. Le jour de notre rencontre, il faisait une chaleur étouffante. Le train avançait au ralenti et c'est durant ces 10 heures de trajet que nous avons fait connaissance. On allait, pour tuer le temps, fumer des cigarettes entre 2 wagons, la porte ouverte. Ils allaient quitter leur pays, la Tunisie. Ils rêvaient d'une vie meilleure en Italie. Ils ne cessaient de regarder des vidéos sur TikTok de ceux qui avaient réussi. La traversée leur semblait obligatoire. Quel autre choix avaient-ils ? Le 11 septembre dernier, ces 2 frères et d'autres de leurs amis sont décédés. Leur bateau a fait naufrage, 18 personnes en totalité ont disparu, 10 autres ont survécu. Je dédie cette émission pour rendre hommage à Dia, Islem et tous les autres disparus en mer. Tunisie, Lampedusa, c'est la thématique de cette deuxième émission. Et pour m'accompagner durant 1 heure, j'ai le plaisir d'accueillir Filippo Furi. Bonjour Filippo. Bonjour. Tu es anthropologue, tu es membre de Migre-Europe depuis 2011. Tu fais partie de différents programmes pour la recherche sur les villes accueillantes et aussi sur les personnes disparues. Et tu es également consultant pour le CICR Forensic, Euromed Rights et Last Rights. Enfin, beaucoup de choses. J'avoue que j'ai pas fait toute la liste entière, mais peut-être que tu veux rajouter un mot. Bon, moi, pas pour l'instant. Non, je pense que ça ira. Ok, très bien. Merci Filippo, tu viendras nous éclairer sur la situation. Mon deuxième invité ce soir, c'est Sékou Traoré Omar. Tu es né à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et tu as quitté ton pays en 2017. Tu as travaillé en Tunisie durant 4 ans avant d'être expulsé vers la Libye et de revenir pour quitter ce pays par la mer. Tu as débarqué à Lampedusa avant de rejoindre la France et tu nous raconteras ton histoire et ton expérience d'exil. Bonsoir Sékou. Bonsoir. Je suis très heureuse de t'accueillir ce soir. C'est moi aussi. Tu nous raconteras tout ça tout à l'heure. On a une troisième invitée qui nous présentera une chronique un peu plus tard dans l'émission. Elle n'est toujours pas arrivée. Vous connaissez, en tout cas pour ceux qui habitent l'Île-de-France, les problèmes dans les transports. Elle s'appelle Camille Kadja. Elle a 26 ans et elle est fondatrice de l'association Tendre la main, une association qui vient en aide aux personnes exilées. Avec une équipe de bénévoles, elle intervient principalement pour ceux qui sont à la rue et notamment sur le camp de Stalingrad. Elle a vécu à la rue et c'est une fois qu'elle en est sortie qu'elle a voulu aider à son tour. Elle nous rejoindra un petit peu plus tard et elle nous racontera son histoire avec Tendre la main. Mais avant d'aller en profondeur, j'ai envie de commencer par toi, Filippo. Et j'ai envie qu'on présente un petit peu le contexte de ce pays. La Tunisie a souvent été citée en exemple des printemps arabes, là où tout a commencé. Elle voit aujourd'hui cette vague de liberté se briser sur la volonté d'un homme, Kais Saied, président inflexible qui se dit lui-même incorruptible. Mais depuis 2011, quelle est la situation en Tunisie? Est-ce que tu peux nous présenter le contexte dans ce pays qu'on dit un pays de transit? Merci pour la question. Je vais essayer de résumer. C'est quand même 12 ans d'évolution du pays, donc c'est quand même un peu compliqué. Donc je vais essayer de toucher un peu en ligne générale l'évolution. 2011, le printemps arabe, ces printemps qui avaient donné des espoirs, si vous voulez. Faut savoir qu'en 2011 déjà, il y avait un camp qui était à la frontière avec la Libye, qui étaient les fameux camps de Choucha, où une situation humanitaire avait déjà, disons, explosé comme problématique, et ça avait montré déjà la faiblesse disons, du cadre politique, et avait un peu, montré déjà quelles pouvaient être les intentions aussi de l'Union européenne vis-à-vis de la Tunisie. Donc, suite au printemps arabe, on a assisté à une vague il y avait un espoir de renouvellement démocratique dans le pays, et pendant plusieurs années, si vous voulez, la situation, disons, des personnes en mouvement, migratoire,
en Tunisie était plutôt stable. Je veux dire qu'il y avait énormément de communautés migrantes qui s'étaient installées dans plusieurs villes du pays, notamment Sfax, qui s'étaient installées, donc qui avaient commencé à participer, si vous voulez, à la vie de la société, à rentrer à la société. Il y avait des associations aussi d'exilés qui s'étaient créées, donc il y avait quand même une dynamique assez intéressante. Je mets ça dans le contexte. À droite, genre à ouest, vous avez l'Algérie. À est, vous avez la Libye. Et je pense que c'est important de contextualiser au niveau régional aussi. C'est-à-dire que à ce moment-là, la Libye était le pays de départ. Donc vous savez que énormément de bateaux, si vous voulez. Après, on va pas rentrer dans les détails de la typologie et de la dynamique, mais partait de Libye. Donc la situation libyenne était la situation, disons, critique, et face à la Libye, la Tunisie semblait être un pays qui pouvait représenter un pays qui allait vers une renouveau démocratique, et donc aussi un respect de droits humains et une évolution en termes de hospitalité, si vous voulez. Moi, je serais sous l'hospitalité, donc il y avait même des villes tunisiennes qui s'étaient engagées dans des mobilisations des villes accueillantes européennes. Moi, je me rappelle la Marsa, par exemple, qui avait participé à des projets à ce niveau-là. Même la ville d'Esfax s'était impliquée. Donc, il y avait quand même eu une évolution à ce niveau-là. Je crois que malheureusement, donc j'essaie de donner un point de vue assez externe, c'est-à-dire j'essaie de, sans rentrer dans les détails de la société tunisienne, sachant que au niveau socio-économique, la Tunisie est dans une situation assez compliquée depuis un certain nombre d'années. Et je vous renvoie aux travaux de FTDS, donc qui est une association marocaine tunisienne, qui s'occupe d'analyser la situation tunisienne, pas que du point de vue de la migration, mais du point de vue vraiment socio-économique du pays. La question, pour moi, est liée à aux intérêts de l'Union européenne. Okay. Donc moi, je fais partie de MigEurope, entre autres, et si vous voulez, notre approche, c'est l'analyse des politiques européennes et d'externalisation. C'est-à-dire comment l'Union européenne essaye de gérer la migration à travers une politique d'externalisation, c'est-à-dire en remettant sur les pays frontaliers, sur les pays disons proches, la tâche de gérer la migration à son compte. Donc pour toi, c'est l'Union européenne qui est un facteur déterminant et même de base pour comprendre le basculement qui a eu lieu il y a un peu plus d'1 an dans la politique migratoire tunisienne. Je peux dire que la question de la Tunisie dans le panorama euro-méditerranéen était choisi un peu comme le pays sur lequel s'appuyer pour, à un moment donné, on pensait même que la Tunisie pouvait devenir un pays de débarquement sûr. Donc il y a eu tous ces débats sur la Tunisie pays sûr, etc. Et ce qui a mobilisé tout un tas de dynamiques politiques et économiques. C'est-à-dire qu'il y a eu de l'argent qui a été donné au gouvernement tunisien, différent pour que il rentre dans une dynamique de gestion partagée, disons, de la question migratoire, ce qui se rajoute à une situation socio-économique interne compliquée. Les deux facteurs, selon moi, sont à la base d'une évolution qui est l'évolution qu'on voit aujourd'hui. Ok, parce que comme tu le disais très bien, la Tunisie, donc c'était plutôt un pays d'accueil pour nombre d'étudiants venant d'Afrique de l'Ouest, un pays où beaucoup venaient même se faire soigner, mais concrètement, qu'est-ce qui s'est passé depuis l'arrivée au pouvoir de Kais Saied ? Les choses ont changé et il y a eu des conséquences absolument terribles. On a assisté à ces parties de discours haineux qui ont engendré des expulsions violentes de personnes venant d'Afrique subsaharienne, accompagnées bien sûr de violences. Donc on a assisté depuis un peu plus d'1 an à des persécutions à grande échelle. Pourquoi, selon toi, et quels sont les objectifs de Kais Saied ? Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, les objectifs de Kais Saied, je les connais pas dans les détails, mais on peut deviner. C'est-à-dire que, si vous voulez, il y a un dialogue assez fictif, je trouve, entre le gouvernement tunisien et les pays européens, notamment l'Italie,
il y a des déclarations, il y a des contradictions tout le temps, il y a une part démentit l'autre constamment. Donc la situation, savoir exactement ce qui se passe, je trouve c'est assez complexe. Je crois que la Tunisie joue un rôle assez là. J'ai mentionné l'Algérie. Oui. Donc, il y a une dimension vraiment politique régionale qui est assez complexe. Et je crois que la Tunisie veut se positionner autrement, un peu dans la région. Et j'ai l'impression que, si vous voulez, la réponse facile, c'est les migrants sont les boucs émissaires du gouvernement pour, pointer la cause d'une crise économique et sociale en disant c'est la faute à ces personnes, etc. Donc c'est un peu le discours facile. Mais je crois que derrière, il y a aussi une espèce de volonté de négocier, si vous voulez. La référence à la Turquie, c'est un peu banal, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que la volonté de négocier avec l'Union européenne sur la base de, effectivement, un positionnement qui permettrait à la Tunisie de ne pas subir, si vous voulez, les politiques européennes complètement, mais de négocier à son avantage. Donc, hier, avant-hier, il y a une déclaration du gouvernement tunisien qui a décidé de rendre, je pense que c'est 60 millions d'euros, qui avait été donné tout récemment à la Tunisie, mais qui faisait partie d'un paquet, si vous voulez, de aide humanitaire pour la Covid. Donc qui avait été budgété, si vous voulez, l'Union européenne dans cette idée de sécuriser sécuriser au niveau sanitaire la frontière sud. Ça c'est un peu ma lecture, mais le gouvernement tunisien apparemment les a refusés en disant nous on veut pas la charité de l'Union européenne. Donc ça c'est quand même des signes d'une résistance, de la volonté de ne pas se plier à une certaine pression économique que l'Union européenne pourrait porter sur le pays. Et en même temps, il y a eu un accord qui a été signé en juillet dernier, justement, sur une aide financière. Enfin, pourquoi on assiste là à un revirement de situation ? C'est pour ça que je disais, il y a des démentis. Genre, les affirmations et les positionnements sont totalement, je dis pas imprévisibles. Il y a un jeu rhétorique par rapport à ça, et derrière il y a des échanges, les pactes ont bien été signés, donc il y a toute une procédure, si vous voulez, plus formelle, et sur la surface il y a une résistance. Donc c'est un peu, moi ça me fait penser à, et j'ouvre un peu la discussion sur l'attitude générale du gouvernement et du président notamment, qui a des positionnements très rhétoriques, non, qui balance des informations, qui fait des affirmations qui sont contradictoires, qui contredisent elles-mêmes des affirmations faites en précédence, mais pour garder un peu cette dimension, cette allure un peu autoritaire. Je décide, je protège le pays, je m'occupe du pays, et je suis là pour. Donc il y a un peu ces discours. Un discours qui, je ferme la parenthèse, a aussi alimenté, a un peu lâché aussi l'extrême droite du pays. C'est-à-dire que il y a effectivement des actions et une politique de inhospitalière mise en place par le gouvernement. Mais il y a aussi dans le positionnement du gouvernement, a ouvert la brèche pour tout un tas d'actions des privés dans cette vague d'extrême droite. Pour terminer, nous avec Migrop, on avait sorti un rapport qui expliquait déjà cette histoire. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails du rapport. C'est un rapport qui date justement de 2021, qui raconte un peu cette évolution de la politique d'externalisation et du rôle que la Tunisie avait pris au cours des années. Mais ce qui est très intéressant et très problématique, c'est que ce rapport a été repris par la droite tunisienne, pas par le gouvernement, par la droite tunisienne, pour dire, vous voyez, l'Union européenne nous exploite, nous oblige à faire des choses comme ça. Nous, on veut pas se plier à cette injonction sécuritaire de l'Union européenne, mais pas pour dire on devient un pays d'accueil, mais pour dire ok, du coup, on doit être indépendant de cette pression. Et donc, ils ont réutilisé notre rapport pour
c'est créer des arguments pour justifier une vague nationaliste et qui expliquerait effectivement que l'idée c'est que si tu arrives à arrêter la migration avant que les personnes arrivent en Tunisie, tu ne serais plus dépendant des injonctions de l'Union européenne pour le contrôle de la migration. Oui, donc ce qui amène à des expulsions, etc. Ce qui amène à ce qui se passe aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'évolution des dernières semaines, des derniers mois, nous montre qu'effectivement, on va vers une contrôle, disons, des frontières sud, c'est-à-dire Algérie et Libye. Algérie et Libye. Et en même temps, tu parlais d'affirmations de la part du président qui sont imprévisibles, mais en fait, et qui seraient, où il sortirait, que ces affirmations sortiraient un peu de nulle part, ce serait plus on va dire, une posture politique de sa part, mais en même temps, ça a une conséquence réelle sur la vie des gens. Et on va le voir tout à l'heure avec Sékou, qui a vécu en Tunisie. Enfin, il y a des gens qui ont vécu, on peut appeler ça des pogroms en fait en Tunisie. C'était systématique. Toi, dans tes recherches, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'année qui vient de se passer concernant ces violences à l'encontre des migrants? Mais juste pour revenir un peu à ce que tu dis, moi je pense que tu as tout à fait raison, mais je pense que c'est la question du pouvoir charismatique, autoritaire, que peut dire une chose et l'inverse de la chose qu'il dit sans devoir s'appuyer sur des preuves, des arguments, etc. Mais c'est justement l'affirmation de ce pouvoir, de pouvoir changer d'avis et d'imposer quelque chose et les jours après d'imposer quelque chose d'autre. C'est-à-dire, c'est dans cette dimension-là autoritaire du pouvoir que ce qui se passe doit être un peu analysé, je crois. L'année qui vient de se passer a été... moi, j'étais à Sfax, et j'étais en Tunisie à plusieurs reprises, disons, au cours du printemps dernier. Et effectivement, notamment, la situation a commencé à s'empirer déjà l'année passée. On a plusieurs histoires et plusieurs cas. On en aura une autre tantôt, mais... notamment suite au fameux discours de février du président, les violences ont éclaté. Des violences, c'est-à-dire des contrôles systématiques, notamment dans certaines villes qui étaient considérées des villes de départ. Après, c'est toujours un peu l'histoire de l'œuf et de la poule, c'est-à-dire est-ce que les départs massifs de Sfax sont la cause ou sont la conséquence de ce qui est arrivé. Moi, je crois que les violences ont commencé avant et qu'on a monté un peu le discours, c'est-à-dire les gens qui étaient à Sfax, et je parle des communautés migrantes de Sfax et aussi des autres communautés qui vivaient ailleurs, à Tunis, ailleurs, qui venaient à Sfax pour partir parce que c'était l'endroit, disons, le point de sortie, le seul point de sortie rationnellement. Donc, c'est une conséquence d'une violence qui avait déjà commencé effectivement avant et qui s'est empirée jusqu'à, effectivement, tu parlais des pogroms, mais alors il y a eu des violences directes, il y a eu des rafles de la police, il y a eu des rétentions administratives, des rétentions arbitraires, etc. Mais il y a aussi, de la part de la population, des actions dans la vie quotidienne des gens qui ont été virés du travail, des gens qui ont perdu ont été mis dehors des appartements, et des gens qui se sont vus nier l'accès à la santé, des enfants qui ont été expulsés des écoles. Genre, il y a eu à tous les niveaux la société. C'est ça qui est problématique, c'est que c'est pas que, disons, le pouvoir qui a mené cette action, mais c'est quelque chose qui a pris au niveau sociétal, quoi. Et bien justement, je m'adresse à toi, Sékou. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire? Tu as quitté la Côte d'Ivoire donc en 2017 pour aller en Tunisie. Tu as traversé quel pays avant d'arriver en Tunisie? Bon, j'ai pris mon vol direct pour la Tunisie. Oui. Et quand je suis arrivé en Tunisie, je suis parti, j'ai commencé à travailler pendant 6 mois. J'étais juste parti pour visiter la Tunisie. D'accord. Au début, c'était juste pour visiter. Visiter la Tunisie parce qu'il y avait ma soeur qui vivait en Tunisie. Et lorsque je suis arrivé, on a échangé et j'ai vécu au moins 1 mois. 1 mois, j'ai dit, ok, du coup, la Tunisie, c'est un bon pays d'accueil. Parce qu'il reste et je travaille. Très bien. Je me retourne chez moi. Elle m'a dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, je suis resté en Tunisie dans ça. J'ai fait plus de 3 ans ou 4 ans. Ok. Tu faisais quoi comme métier en Tunisie? Je faisais un peu de tout. Je travaillais dans le bâtiment. Et j'ai été cuisinier en Tunisie. Ok. Ouais.
J'ai travaillé dans un restaurant en femme orange. Au départ, j'étais que plongeur. Et du coup, le patron, il a aimé mon affaire. Il m'a dit, bon, ben c'est cool. Est-ce que tu veux rester toujours plongeur ou tu veux évoluer? Je dis, ben, j'ai envie d'évoluer. Il dit, ok, donc tu vas apprendre la cuisine. J'ai appris la cuisine, j'ai fait 6 mois la cuisine. Après, je suis devenu sous-chef cuisinier. Toutes les plats de Tunisie, bon, c'est moi je faisais. Ok. Et donc ça, c'était jusqu'à quelle année? Ça, c'était en 2019. De 2017 en 2019. Ok. Ça se passait comment? C'était comment les conditions d'accueil en Tunisie? Tu nous disais en préambule que ça se passait bien. Ça s'est passé très bien. Très bien, je m'en sortais. Il n'y avait pas de problème avec quelqu'un. Même, il y avait beaucoup d'amis tunisiens. On faisait tout ensemble. Il y avait l'harmonie, tout. Au fait, je me sentais comme chez moi. C'était chez toi? Il y a des amis tunisiens qui me conseillaient aussi. Ils me disaient, bon, pourquoi tu es retourné au bled? Tu vas travailler en Tunisie pendant combien d'années? Tu vas te retourner? Est-ce que c'est sûr que tu vas revenir? La Tunisie, c'est bien, tu peux rester. C'est chez toi, tu fais comme tu veux, tout. Non, tout allait bien. Et à quel moment les choses se sont détériorées? Est-ce que tu peux nous raconter? Si. Par contre, en 2021, il y a eu beaucoup de changements en Tunisie. Tu vois que souvent, tu as des amis aussi qui te conseillent. Tu vois qu'ils ont changé ils ont changé de face envers toi. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est concrétisé, ces changements dans ta vie à toi? Au départ, d'abord, j'étais au restaurant. Le patron, il m'a appelé. Il m'a dit, c'est cool, il va avoir du contrôle des immigrants. Ok. Et si c'est que tu as ton passeport, je dis oui, j'ai mon passeport. Il dit, ben dans ce cas, tu vas faire au moins 2 jours sans travail, tu restes chez toi. Lorsque tout va rentrer en ordre, je vais t'appeler, je lui ai demandé, mais patron, qu'est-ce qui se passe? Il n'a qu'à au moins tiens-moi un peu au courant pour tout ce qui se passe. Il dit, non, bon, je ne peux pas tout te dire, mais je vais t'appeler au téléphone. Et le lendemain soir, il m'a appelé. Il m'a dit, évite de trop sortir dans la rue, te balader tout, reste dans ton coin. Quand on va finir le tout, je vais t'appeler, tu vas revenir travailler. Ok. Et j'avais un collègue de travail qui m'a appelé. Il m'a dit, ben c'est cool. Tu sais qu'actuellement, la Tunisie, c'est pas un pays qui peut accueillir encore. La Tunisie a changé. Les Tunisiens ne sont plus comme avant. Mais du coup, moi, quand je parle, bon, on cherche à se comprendre. On s'est donné un rendez-vous au café, on allait s'asseoir, on a échangé un peu, juste 30 minutes. Il m'a dit, bon, tu sais, voilà ça. Il y a eu ce changement. Normalement, les immigrants, c'est comme ça, ils vont les faire retourner chez eux. Mais c'est pour bientôt. Si tu peux aller chez toi, c'est mieux de partir. Parce que parmi nous, il y a des bons et il y a des mauvais. Il y a certains qui vous aiment et il y a certains qui ne vous aiment pas. Tu te sentais en danger? Donc, automatiquement, je me sentais en danger. J'ai dit, ok, ben, j'ai compris. Il n'y a pas de souci, je vais rester. Je vais voir ce qui va se passer. Ok. En face, je ne l'ai pas dit la vérité. J'ai dit, ok, je vais voir. En tout cas, je suis là. Quelque chose, ce qui va se passer, moi, je suis en Tunisie. Il dit, ok, d'accord, je t'ai prévenu. J'ai dit, ok. Il est rentré chez lui, moi, je suis rentré chez moi. Après, 2 mois après, comme j'avais économisé un peu, ouais. J'ai dit à ma compagne, voilà ce que mon collègue de travail m'a dit. Donc, on décide ensemble, soit on se retourne au bled, ouais. Soit on fait comment? Elle m'a dit, bon, là, du coup, je ne peux pas aller au bled. Soit on reste, soit on va affronter. Affronter quoi? Affronter la Méditerranée. J'ai dit, bon, moi, en tout cas, quand je suis arrivé en Tunisie, mon projet, c'était pas ça. Mon projet, c'était juste pour travailler un peu et pour me retourner. Comme tu décides, on fera avec. Elle dit, ok. On est rentré en contact avec un jeune Tunisien. Il m'a dit, bon, lui, il a des amis qui sont à Ben Gaden. Ben Gaden, oui. Ben Gaden, qui font traverser les gens à Ben Gaden. Ok. Sur la Méditerranée. Il a dit son prix. Du coup, on avait cette somme-là. C'était combien? Bon, c'est 3000 dinars. 3000 dinars, ok, pour traverser. Pour traverser par personne. Par personne. Donc en tout, 6000 dinars pour toi et ta compagne. Oui. Donc, je l'ai proposé, bon, voici ce que mon collègue de travail m'a dit. Il dit, ok, donc on va essayer. Si ça n'a pas marché, on revient et on se retourne. On va voir OM va nous faire retourner au bled. Si ça a marché, c'est fini.
Et donc, tu as tenté la traversée. Et je sais que tu t'es fait arrêter par les gardes-côtes tunisiennes. Tu as été en prison. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter? Oui. Quand il nous a fait croire que c'est à Ben Gaden, c'était pas à Ben Gaden. Parce que la traversée de Tunisie, ça a commencé à Sfax. Ok. Route Madia. C'était au kilomètre 25. Il nous a dit, arrivé au kilomètre 25, il y a un camion qui va venir nous récupérer pour nous envoyer jusqu'à Ben Gaden. Et arrivé au kilomètre 25, on était 250 personnes. 250. Il y avait que 2 bateaux. C'était des bateaux en 2 métal bateaux, ou non. en bois? C'était en bois, les bateaux de pêche. Ok. Et il y a le premier bateau qui est arrivé, il a embarqué 120 personnes. Après les 120 personnes, il nous a fait croire que, attendez, il y a le deuxième bateau qui arrive et que nous-mêmes on voyait. Les 120 personnes sont partis. Moi, il y avait ma compagne dedans. Ok. Il a séparé. Ceux qui sont en couple, il prend une femme, après il prend un garçon. Ah, ils vous ont séparés, donc tu n'étais pas dans le même bateau que ta compagne. Dans le même bateau. Donc, et ils sont partis. C'était à 19h, je me rappelle, à 19h. Il dit, nous, à notre tour, ça serait à 21h. Mais, par contre, on va se retrouver, nous tous, à Lampedusa. Je dis, ben, ok, ça va. Donc, on était là à 21h, 22h. Il est revenu avec le deuxième bateau. Le deuxième bateau, on est monté. Lorsqu'on est arrivé, on s'est assis dans le bateau. Ça n'a pas fait 5 minutes, il y a la marine qui est venue. Ouais, ils vous ont attrapé. Oui, la marine qui est arrivée, il y avait son frère qui était avec la marine. Parce que du coup, moi, je l'ai reconnu. Le frère, tu veux dire le du frère passeur? du passé. Ah, qui travaillait pour la marine? Oui. Ok. Il était dans la marine. En fait, c'était un coup monté. Oui. Voilà. On se demande même si, bon, il y a eu un partage des Donc, quand sous je l'ai regardé, je l'ai interpellé. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Il a fait comme il ne m'a jamais vu. Il a pris le bâton, il m'a tapé, il m'est assis tranquille. Après ça, il nous a pris, arrivé au port. Au port, on nous a mis dans un bus, direction Ben Gaden. Ok. On a dépassé Ben Gaden dans le désert. Et dans le désert, on était 122, je crois bien. Alors si je peux me permettre, Sékou, oui. On a très envie d'entendre la suite de ton histoire. Et juste pour préciser, Ben Gaden, c'est la première ville après, au niveau de la frontière libyenne. Et donc, tu es en train juste de nous expliquer que tu t'es fait expulser par les gardes-côtes tunisiennes dans le désert libyen. Et tu nous raconteras la suite juste après. Mais il y a Camille, en fait, qui vient d'arriver dans le studio. Bonjour Camille. Tu es fondatrice de l'association Tendre la main. Est-ce que tu es prête à faire ta chronique sur le camp de Stalingrad? Je sais que tu as préparé quelque chose et on serait très heureux de t'écouter. Je me suis permise, avant que tu arrives, de faire un petit peu ta présentation. Mais à toi Camille, je t'en prie. Déjà, merci pour l'invitation. Je suis Camille, présidente et fondatrice de Tendre la main. Tendre la main, c'est quoi? C'est une association qui vient en aide aux demandeurs et demandeuses d'asile, notamment à Stalingrad. Il faut savoir que Stalingrad, c'est le point de repère pour tous les demandeurs d'asile, notamment afghans, mais pas que. On a aussi soudanais, érythréens, somaliens et quelques primo-mineurs. Notre mission, c'est de les accueillir dignement, parce que la France n'est pas capable de le faire, l'État français n'est pas capable de le faire. Du coup, c'est nous, associations, qui sommes là pour pallier aux différences de l'État. Notre mission, c'est leur fournir une carte SIM française, un téléphone. Pour demander l'asile en France, il faut une carte SIM française et bien souvent, ils n'en ont pas. Notre mission, c'est de fournir toutes ces choses-là, mais aussi leur expliquer les démarches, qu'est-ce qui va se passer après, expliquer les différents documents. Du coup, il y a 3 options quand tu es demandeur d'asile en France. C'est soit tu es en procédure normale, soit tu es en procédure accélérée. Ça veut dire que tu as mis 90 jours à demander ta demande d'asile, ou tu es en procédure Dublin. La procédure Dublin, c'est un système que la France a mis en place, c'est l'Eurodac. Ça veut dire qu'un demandeur d'asile a mis ses empreintes dans un pays européen. Mais il faut savoir que bien souvent, ils n'ont pas le choix de mettre leurs empreintes. Par exemple, en Bulgarie, les policiers bulgares frappent ces gens-là, les volent, et pas que dans ces pays, il y a aussi la Serbie et la Turquie. Du coup, ils se retrouvent Dublin.
Et en tout cas, nous, on est contre ce système-là parce que bien souvent, les personnes ne vont pas au bout de la procédure parce qu'il faut savoir quand ils vont à la préfecture, ils ont des chances d'être transférés dans ce pays-là sans qu'on leur demande leur autorisation. Et nous, on est là pour expliquer toutes ces démarches-là. Et on est sur le camp Stalingrad depuis 1 an. Il faut savoir qu'avant, ils étaient au skatepark. Au skatepark, il y a eu quand même 1300 personnes, ce qui est un peu inédit. Il y a des mises à l'abri mises en place, mais ces mises à l'abri ne fonctionnent pas parce que l'accueil n'est pas respecté. Les gens ressortent des hébergements parce qu'ils sont remis à la rue. Du coup, revient le processus et on les suit sur tout le long terme. Maintenant, on a différents pôles parce qu'on a une 15aine de bénévoles. On a le pôle social pour faire le social. On a le pôle santé parce qu'on accompagne les personnes à l'hôpital. On a le pôle mineur maintenant parce qu'on accueille de jeunes mineurs refusés à l'AMNA qui sont des Afghans. Du coup, on les inscrit à l'école. On fait le recours de minorité. Et voilà, en tout cas, c'est une chouette asso. Si jamais vous voulez intégrer l'association, vous êtes bien sûr tout le monde est le bienvenu. Si vous voulez aussi nous financer, parce qu'on n'a pas d'aide de l'État, parce qu'on refuse d'avoir cet argent-là, parce que normalement c'est à l'État de le faire et c'est nous qui le faisons. Et aussi un petit appel, si vous avez un endroit pour stocker des jolies tentes et des jolies couvertures, on est très preneurs. Je relayerai ton appel, Camille, t'en fais pas. Je sais aussi que sur le camp de Stalingrad, tu as beaucoup de personnes qui sont passées par la Tunisie et par Lampedusa. Est-ce que tu peux me dire un mot sur ces personnes que tu rencontres au quotidien ? Du coup, c'est des personnes qui n'ont pas le choix parce que s'ils viennent en France, c'est que il y a des choses qui se passent dans leur pays. C'est des personnes qui ont vécu des violences. Nous, avec les Soudanais érythréens, on ne sait pas trop parce qu'on n'a malheureusement pas le temps de discuter avec eux parce qu'il faut savoir à Stalingrad, il y a en moyenne 200 personnes, donc ça va très très vite et on n'a pas trop le temps, mais c'est des personnes qui racontent pas comment ça s'est passé, mais des fois on lit, malheureusement on a à lire quand ils sont sauvés par soit Médecins sans frontières ou SOS Méditerranée, on a un peu ce qui s'est passé dans ces pays-là et c'est pas joyeux. Bien sûr. Et j'aimerais justement avec Filippo qu'on parle un peu de Lampedusa. Lampedusa, c'est une île italienne. Toi, tu reviens de Lampedusa et notamment début septembre, il y a eu un énorme focus sur Lampedusa, en tout cas une bulle informationnelle, puisque ce sont plus de 8000 personnes exilées qui sont arrivées sur l'île de Lampedusa. Et en fait, ils sont partis évidemment depuis la Tunisie, notamment de Sfax. Et donc, il y a eu énormément d'images qui ont permis de qualifier cet événement de crise migratoire. Bien sûr, les réactions politiques ne se sont pas fait attendre, notamment à l'extrême droite, ou en France, il a été question de submersion migratoire, selon les mots de Marine Le Pen, et notamment de Darmanin qui a déclaré qu'aucune de ces personnes ne serait accueillie en France. Il faut rappeler que le centre d'accueil de Lampedusa a été saturé, puisqu'ils n'ont que 600 places. Donc on a été face à des images et une situation humanitaire et sanitaire catastrophique. Il se passe quoi pour toi, pour les personnes qui arrivent à Lampedusa, et c'est quoi la position politique de l'Italie par rapport à ce qui se passe ? Je pense que c'est assez intéressant parce que c'est c'est une conséquence paradoxale de l'accord signé, si tu veux, avec l'Italie et passé via l'Union européenne et l'Italie avec la Tunisie. C'est-à-dire que les départs massifs de la ville d'Sfax avaient ont duré. À partir de moi, j'y étais au mois d'avril et c'était un moment déjà très important. Et on va pas rentrer dans les détails des bateaux qui ne sont pas arrivés, donc toutes les personnes qui ont disparu en mer. Mais ça, c'est une conséquence directe de cette situation. C'est-à-dire que toi, tu parlais de comment vous êtes partis, la qualité des bateaux a changé, la typologie des voyages a changé, les prix ont changé. Vraiment, c'était une fuite de masse, disons, de Sfax. Et moi, la lecture que moi je peux en faire, c'est à un moment donné, on les a laissés partir d'une certaine manière. C'est-à-dire que la capacité de la garde nationale tunisienne d'intercepter quand elle veut, il y a une certaine efficacité, qui va et vient. Et donc c'est intéressant de comprendre pourquoi à ce moment-là tellement de personnes sont arrivées.
Sachant qu'après, effectivement, la modalité en Tunisie a changé. Je fais un pas en arrière, je reviens sur la Tunisie parce que à partir de récemment, donc à ce moment-là, les personnes interceptées ne sont plus abandonnées, en gros, sur les quais, comme ça arrivait pendant le printemps dernier, et qui du coup pouvaient plus ou moins répartir, etc., essayer de repartir. Mais ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est bon, il y a un papier sur le Monde qui est sorti il y a 2 jours, je pense, qui raconte comme on est revenu à la situation dont tu parlais toi. C'est-à-dire que les personnes sont embarquées sur des bus et sont ramenées à la frontière, soit algérienne, soit tunisienne, soit libyenne, et sont éloignées de point de départ. Donc, si vous voulez, l'impact et la suite à Lampedusa, il y a eu énormément moins d'arrivées. Je pense que la semaine, moi j'étais du 30 septembre jusqu'au 12, et je pense que les bateaux qui sont arrivés d'Esfax, c'était vraiment peu, à la limite 1 ou 2. Beaucoup de bateaux ont recommencé à partir de Libye, du coup. Donc, disons que la route s'est réouverte côté libyen. Mais en même temps, on a commencé à avoir des Tunisiens qui partent de plus au nord et qui vont vers Lampedusa ou vont vers Pantelleria, qui est une autre île plus au nord. Ce qui veut dire que, la situation tunisienne, non, si les Tunisiens continuent à partir, donc c'est quelque chose dont on parle pas. Le focus est que sur les personnes, disons, exilées qui sont déjà en Tunisie, qui essaient de partir, mais les départs des Tunisiens vers la Pantelleria maintenant, mais même vers la Sardaigne, continuent. Avant c'était des jeunes qui partaient, dernièrement on a vu des familles partir, donc je veux dire la situation tunisienne est critique, disons, à plusieurs points de vue. Après on se focalise sur la question des personnes migrantes en Tunisie parce qu'effectivement ils subissent, comme je disais tout à l'heure, des vexations plus explicites, mais la situation c'est assez de façon générale. Pour revenir à Lampedusa, donc la situation a changé beaucoup à Lampedusa. Faut qu'on rappelle aussi que récemment, alors je savais pas si vous savez ce que c'est une SAR zone, non, Search and Rescue zone. Non, mais vas-y, raconte-nous. Si vous voulez, c'est les zones d'intervention de sauvetage et à mer, qui étaient gérées normalement par les autorités nationales, mais c'est les zones qui pour après ont été investies par les ONG qui sont en mer, qui font du sauvetage en mer. Récemment, donc il y a 2 ans, donc c'est un processus qui a pris un peu de temps, mais on a formalisé une zone libyenne. C'est-à-dire qu'on a donné, si vous voulez, aux gardes-côtes libyennes disons le contrôle, le monopole, disons, de la gestion de la frontière maritime libyenne, avec des aides, avec des matériaux, des bateaux livrés par les États européens qui les ont mis en condition d'opérer, parce que ça fait partie de la logique d'externalisation. Et dans les tuyaux, il y a aussi une volonté de construire une zone tunisienne qui n'existe pas. C'est-à-dire que jusqu'à là, la Tunisie intervient jusqu'à ses eaux territoriales, mais elle n'a pas une zone d'intervention qui dépasse et qui va dans les eaux internationales, et que jusqu'à là, c'était que Malte et que l'Italie qui, si vous voulez, s'occuper de cette zone. Donc, même au niveau du droit maritime et de cette gestion des zones SAR, il y a quelque chose qui bouge, et ça va investir évidemment Lampedusa, parce que Lampedusa, c'est juste après. Donc, ça c'est intéressant de voir jusqu'à où la SAR zone tunisienne va se élargir, quoi. Oui, et je rappelle, juste pour information, qu'en Italie, c'est la principale porte d'entrée en Europe. Et selon le Haut Conseil des Nations Unies pour les réfugiés, donc le HCR estime que c'est 90 000 personnes qui sont arrivées entre janvier et août 2023, donc soit presque autant que sur toute l'année 2022. Mais on présente souvent ces chiffres sans jamais rappeler tous les disparus et toutes les personnes qui disparaissent en mer, puisque, je le rappelle, c'est vraiment important que la Méditerranée est le plus grand cimetière du monde. C'est près de 28 000 personnes qui sont disparues en mer Méditerranée depuis 2014, selon l'Organisation internationale des migrations. Et encore une fois, je le répète, ce chiffre est bien en dessous de la réalité, parce que le nombre de naufrages qui ne sont pas répertoriés, qui ne sont pas catégorisés, qui ne sont pas
où il n'y a absolument aucune enquête de fait, où les noms de ces personnes ne seront jamais entendus par les gens. Donc voilà, on parle beaucoup, selon les politiques d'arrivée, etc., comment gérer ce flux, mais on rappelle jamais qu'en fait, plus on ferme les frontières, plus les frontières deviennent mortifères, et c'est ce à quoi on assiste. C'est d'ailleurs, j'aimerais juste revenir avec toi, Sékou, pour que tu nous racontes la suite de ton histoire, puisque c'est extrêmement symptomatique enfin, ton récit individuel est symptomatique d'un récit plus collectif, puisque tu nous rappelais juste avant l'intervention de Camille que tu avais été déporté donc dans le désert libyen. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé dans le désert libyen? Je sais que tu as été arrêté par les milices libyennes, et comment tu as réussi à t'en sortir? Du coup, là, j'étais dans le désert. Et étant dans le désert, on a croisé un berger. Un berger, tu veux dire? Oui. Et du coup, c'est moi-même, je l'ai approché. Ok. Je lui ai demandé, est-ce que c'est un Tunisien? Il m'a dit, oui, c'est un Tunisien. J'ai dit, ok, non, on nous est expliqué à la frontière, on est au désert, on cherche la route pour se retourner en Tunisie. Il me dit, ah oui, je sais. Est-ce que vous avez des téléphones? J'ai dit, oui, bien sûr. Vous avez un peu d'argent? Ce jour, moi, j'avais que 60 euros parce que j'ai changé le dinar en euros au cas si j'arrive à Lampedusa. Il m'a dit, ok, donne-moi. Okay. Et après, il a appelé le téléphone. Il dit, il va appeler. Mais il va appeler quelqu'un qui va venir nous aider. On n'a pas le droit de partir avec le téléphone, puisqu'on était en danger. Donc le téléphone, ça ne coûte rien, aller prendre le téléphone. Il y a certains qui ont caché pour eux, il y a certains qui n'ont pas donné pour eux. Donc, il a appelé. Nous, on croyait qu'il appelait en Tunisie. Un de ses amis qui allait venir nous chercher pour nous renvoyer en Tunisie. Quand il a fini d'appeler, il dit, le gars, il est en train de venir. Il était avec ses moutons. Ça n'a pas duré, ça n'a pas fait 30 minutes. Le gars, il est venu avec un camion. Après, ils ont parlé un peu juste à côté. Il dit, ok, allez, vas-y, montez. Et en montant dans le camion, j'ai demandé au gars, mais où est-ce que vous allez nous envoyer? Parce que puisqu'on a donné le téléphone, on a payé encore de l'argent. C'est où? C'est à Sfax ou en Tunis? Il dit non, il va nous envoyer jusqu'à en Tunis. Et vous êtes arrivé où finalement? Bon, quant à moi, j'ai vu ça un peu bizarre parce que j'ai duré en Tunis. Je connais la Tunis et je connais Sfax. Je sais, c'est pas du tout facile de quitter à Bengaden avec un camion jusqu'en Tunis, à la frontière. J'ai essayé de parler avec des amis. Ils ont dit, bon, toi, tu as trop duré en Tunis, tu es devenu comme un Tunisien, donc laisse, on va. J'ai dit, ok. On est monté dans les camions. Du coup, quand les gars nous ont pris à Sfax, quand la marée nous a pris à Sfax, pour nous envoyer dans le désert, on a fait qu'une heure ou 2 heures. Mais le gars, il a roulé plus que ça. Ouais. Donc en fait, tu t'enfonçais de plus en plus dans le désert. J'ai dit, mais c'est pas clair. Et à ma grande surprise, il faisait déjà nuit, il a garé le camion, il dit, bon, descendez. C'était à la première mosquée de la Libye. Je me rappelle bien, il y avait 4 cocotiers qui étaient arrêtés. Il dit, descendez. Je dis, mais là, ici, c'est pas la Tunisie. Ici, pas à Sfax. Ici, pas en Tunisie, c'est pas Tunis. Il dit, descendez. Lorsqu'on descendait, il y avait des gens qui s'étaient arrêtés déjà, qui nous attendaient avec des armes. Des armes? Oui. Après, ils ont commencé à nous taper. J'ai eu un coup même ici qui est là. On nous a mis dans une maison au sous-sol. Lendemain matin, on nous a mis dans un camion jusqu'à Azouara. Arrivé à Azouara, maintenant, les gars, il prend son téléphone. Si tu as un numéro d'un de tes parents, tu l'appelles pour qu'on l'envoie de l'argent. Pour qu'on te libère. Et à certains, moi, au début, je ne voulais pas appeler. Parce que j'étais trop fatigué de la route. J'ai dit non, je ne peux pas appeler. Donc, j'ai vu, il y a des amis qui appelaient toujours. Et puis, chaque jour, je vois qu'il y a au moins 2 personnes, 3 personnes qui ont les libère. Je dis, ok, d'accord, dans ce cas, je vais appeler ma mère pour voir. J'ai donné le numéro de ma mère et il a lancé le numéro. J'ai expliqué le problème. Elle m'a dit, ok. Mais le Libyen, par contre, ils étaient 5 Libyens, 2 Camerounais, plus 3
Tunisie. Tu veux dire les personnes qui vous retenaient Oui. en captivité? Oui. Ok. Donc, du coup, les Camerounais, nous tous, comme on est des Noirs, je me suis approché. J'ai dit, mon frère, mais est-ce que ce que tu fais, est-ce que c'est bien? Il me dit, non, si je ne fais pas ça, moi-même, je vais mourir. Ah, il était piégé. Ouais, j'ai dit, ok, pas de souci. J'ai compris. Je suis resté, j'ai appelé ma mère, ils ont donné un numéro, un compte, où elle a versé de l'argent. Combien tu as dû payer? Au moins 250 000 francs. CFA. CFA. Ok. Et tu as réussi à te libérer, c'est ça? Non, il ne m'a pas libéré automatiquement. Il m'a dit, allez, il a ouvert la porte. Allez, vas-y. En sortant, je marchais. Puisque je n'ai pas un coin où y aller, je marchais comme ça dans la rue. Et par la chance, j'ai croisé une dame qui s'appelait Basma. Elle était avec ses enfants. Elle m'a appelé. Elle dit, mais tu fais quoi ici? Elle m'a dit ça en arabe. Bon, je ne comprenais pas. Je me suis approché. Elle m'a demandé, tu parles quelle langue? Je dis français. Elle dit anglais. Je dis non, français. Elle dit, ok, tu t'appelles comment? J'ai dit mon nom. Elle dit, rentre chez moi. Je suis rentré. Le lendemain, il y a son fils qui est venu. Lui, il parle un peu français. Il est venu m'a posé des questions, je l'ai expliqué. Il m'a dit, ok, comme tu connais la Tunisie, tu viens de la Tunisie. Moi, il y a ma femme avec ma fille qui sont en Tunisie. Je vais te ramener en Tunisie. Ok, c'est comme ça que tu as pu revenir en Tunisie. Ce que nous raconte Sékou, ça fait référence aux expulsions collectives dont tu parlais tout à l'heure, Filippo. Par exemple, entre le 18 et le 20 septembre, Human Rights Watch a documenté l'expulsion collective de 100 migrants originaires de divers pays africains à la frontière de l'Algérie aussi. Mais aussi 1300 personnes et demandeurs d'asile qui sont piégés encore, qui ont été piégés cet été à la frontière libyenne et ça continue en fait. C'est-à-dire que ce qui a commencé cet été avec les expulsions vers la Libye dans le désert, comme vient nous le raconter Sékou, maintenant ça se passe avec l'Algérie et ça continue. Est-ce que tu peux nous donner des éléments de contexte sur ces violences qui s'intensifient aux frontières? Et je précise que j'étais à la frontière entre l'Algérie et la Tunisie et j'ai eu beaucoup de témoignages de personnes qui ont fait état d'utilisation d'armes à feu avec l'Algérie notamment. Voilà, donc on voit une escalade des violences. Évidemment, c'est qu'on n'est pas rentré dans le détail, mais je sais qu'il s'est passé beaucoup de choses et par respect aussi pour toi et pour ton témoignage, on fera pas état des violences, mais on peut imaginer tout ce qui se passe aussi en Libye. Alors, le contexte, je pense que tu les connais mieux que moi, probablement en ayant été à la frontière, mais si on veut contextualiser vraiment la question, moi j'en fais une question de comment dire, on parlait d'externalisation tout à l'heure, c'est-à-dire si la gestion est confiée à ces pays qui n'ont pas signé d'accord, genre, on le laisse libre de gérer l'expulsion à leur manière, et je renvoie à la Turquie, parce que je pense que c'est quelque chose qui si vous voyez ce qui se passe aux frontières de l'Europe et dans les pays, disons de l'Afrique du Nord, en Turquie, etc., la situation est toujours un peu la même, c'est-à-dire que on laisse gérer les frontières, le contrôle des frontières. Là, je reviens sur ce que on disait tout à l'heure, c'est quelle est la dynamique à des pays qui les font de façon, comment dire, avec les instruments qu'ils considèrent meilleurs et dans une dimension. Alors, il y a l'invisibilité de la mer, c'est-à-dire qu'on a viré les ONG pour qu'ils puissent pas notamment témoigner des violences, documenter les violences des guerres de côte à la fois libyennes et tunisiennes. Et dans les déserts, c'est pareil. C'est-à-dire que on est dans une zone d'invisibilité où il y a des violences qui se perpétuent de façon régulière pour éloigner le plus possible les personnes. Et moi, je pense que c'est aussi une question de déterrence. C'est-à-dire que il y a la violence qui est faite aux personnes
touchées, dans les personnes qui sont expulsées et qui sont abandonnées dans le désert. On a plusieurs cas de personnes décédées à la frontière, donc on ne sait pas s'ils sont décédés par coup de feu, par violence, ou parce qu'ils ont été abandonnés dans le désert tout court. Mais je veux dire, la modalité par laquelle ces personnes décèdent, je veux dire, n'est pas... Non, donc je veux dire, la volonté, c'est de les éloigner, et c'est quelque chose qui s'installe de façon constante. Mais c'est pas nouveau. Je veux dire, si vous vous rappelez, Kadhafi à un moment donné avait apparemment des prisons dans les déserts. Donc cette idée de éloigner les personnes de la guerre, de les éloigner des frontières et vers les déserts. Et on sait ce qui s'est passé au Niger, etc. Genre, il y a une zone grise, disons, entre l'Afrique du Nord et les Sahel, qui est une zone à laquelle les frontières, c'est des frontières. Bon, comment tu peux savoir quand tu passes la frontière entre l'Algérie et la Libye, t'es abandonné, t'es livré juste dans le désert. Le problème, c'est que t'es dans un espace inhospitalier. On utilise l'espace inhospitalier du désert pour faire disparaître les personnes. Genre, moi, je pense qu'il y a une question. Ça vaut pour la mer, ça vaut pour le désert. Il y a une espèce de logique de contrôle de la migration par disparition. C'est-à-dire qu'on vous met dans les situations de disparaître. Oui. Et ça, c'est un peu le contexte. Après, rentrer dans les détails de est-ce que les Algériens laissent passer, est-ce que les Algériens contrôlent? Non, on sait très bien que les Algériens de leur côté refusent l'entrée à ces personnes. Donc il y a souvent des personnes qui se retrouvent coincées entre les deux et qui sont abandonnées, et les organisations humanitaires n'interviennent pas. Donc il y a vraiment un espace de non-droit et d'invisibilité. Oui, et puis il faut rappeler aussi qu'il y a un jeu et qu'il y a une manne financière entre les passeurs et les gardes-côtes, etc. Enfin, je veux dire, il y a évidemment. Il en a parlé, ça a toujours été comme ça, et je pense qu'il y a une connivence qui a été sur la Libye, ça a été documenté plusieurs fois. Oui, il ne nous reste pas beaucoup de temps pour l'émission, donc j'espère qu'on va réussir à terminer le témoignage de Sékou. Juste pour avoir un peu ton point de vue, Camille, tu ressens quoi quand tu écoutes le témoignage de Sékou qu'on vient d'avoir à l'instant? Et ceux aussi que tu as tous les jours sur le camp de Stalingrad. À Stalingrad aussi, on a beaucoup de départs. Ça n'a rien à voir avec la Libye. Je pense que la Libye, pour moi, est un des pires pays où les gens subissent des sévices, et pas que moral, enfin toutes sortes de sévices. Mais nous, on a beaucoup aussi de départs pour l'Angleterre. On a des mineurs. Moi, une fois, j'ai eu la PAF au téléphone. Parce que, la police aux frontières. Voilà, la police aux frontières qui m'avait appelé parce que un des jeunes voulait traverser. Du coup, il a donné mon numéro, et aussi sur le nord du littoral, ces personnes-là subissent des violences policières parce que la privation de dormir, c'est une violence, c'est une sorte de violence policière. Lacérer des tentes, confisquer des affaires de ces personnes-là, c'est de la violence policière. On l'a bien vu avec la photo de Louis Witter où on voit une personne mandatée par l'État. Donc l'État cautionne ces violences-là parce que ces personnes sont mandatées par la préfecture. Donc c'est l'État, et on voit bien une personne lacérer des tentes, et c'est le jeu du chat et de la souris. Enfin, quand on gaze des familles ou quand on gaze de la nourriture, pour moi, ça, c'est de la violence policière. Et on ne peut pas rentrer chez soi et dire à sa famille, aujourd'hui, j'ai gazé des exilés, j'ai gazé des personnes parce qu'ils ont essayé de traverser pour trouver une vie meilleure. Parce que dans ce pays, la France, qu'on dit pays des droits de l'homme, mais c'est pas un pays des droits de l'homme. Enfin, ces droits ne sont pas respectés sur ces personnes-là, et c'est révoltant, parce qu'on est en 2023, et encore en 2023, ces personnes subissent ces choses-là. Il faudrait juste, au bout d'un moment, laisser ces personnes tranquilles et ouvrir les frontières, parce que nos frontières sont meurtrières, et l'État français est coupable de ces choses-là. Oui, et justement, en fait, ce que tu racontes, Camille, c'est qu'il y a une continuité dans les violences faites aux personnes exilées. Donc, il y a évidemment les trajectoires et les chemins d'exil qui sont souvent très très longs, qui parfois prennent plusieurs années. Et on voit que même
dans le pays entre guillemets d'accueil, ça continue pour certaines d'entre elles. Et justement, pour aller rapidement, parce qu'il ne reste que 5 minutes, je sais que Sékou, tu as réussi à retourner en Tunisie après avoir été libérée en Libye. Tu es retourné à Tunis et tu as décidé de refaire de l'argent puisque tu avais une dette envers ta famille qui ont dû débourser 200 000 francs CFA pour toi. Donc tu as retravaillé et tu as fini par traverser et à réussir à arriver en Italie, donc à Lampedusa. Est-ce que rapidement tu peux nous expliquer, tu peux nous raconter très brièvement la traversée et comment tu as réussi à atterrir en Italie? La traversée s'est passée à Route Madia, kilomètre du Genève. J'ai fait 2 jours sur l'eau, sur la Méditerranée. Et après, il y a des sauveteurs qui sont venus nous chercher. Étant à Lampedusa, bref, si je savais que Lampedusa était comme ça, sincèrement, je n'aurais pas risqué ma vie. C'est vrai? Sincèrement dit. Comment ça s'est passé quand tu es arrivé? Ça n'a pas été facile. Du coup, je suis arrivé en novembre. De novembre, il faisait beaucoup froid. Ouais. Il n'y avait pas de place, on était beaucoup. Il n'y avait pas de situation. Même pour gagner à manger, ce n'était pas facile. On s'est bagarré pour avoir de la nourriture. Donc, j'ai fait 1 semaine dans ça. Après, on nous a envoyés dans un campo. Ok, merci Sékou, je suis désolée. On va bientôt arriver à la fin de l'émission. Et en un mot, Filippo, est-ce que tu peux nous dire et essayer de nous ouvrir une perspective sur l'évolution de la politique migratoire en Tunisie dans les prochains mois? C'est un mot. Moi, je pense que la question joue sur est-ce que la Tunisie est un pays sûr pour le débarquement? C'est-à-dire que jouer sur la Tunisie, pays sûr pour le débarquement, donc pays d'accueil, etc., sachant que tu peux pas faire demande d'asile à un Tunisien, la situation est très compliquée. Donc la question de pays sûr commence à être remise en discussion même par les pays, si vous voulez, qui essaient de négocier. Donc il y a quand même une tension politique là-dessus. Moi j'ai craint que la solution pragmatique qui va s'ouvrir, c'est celle comme je vous disais, de la Search and Rescue Zone tunisienne, qui permettrait à la Tunisie de agir dans un spectre beaucoup plus large en Méditerranée pour faire des interceptions beaucoup plus larges et du coup fonctionner comme gardien de l'Union européenne, voulant ou ne voulant pas le faire, je veux dire, mais en endossant ses rôles de gardien de la frontière pour l'Europe. Donc en gros, ça risque pas de s'améliorer, voire même de s'empirer, si je comprends bien. Personnellement, je la vois pas très très rose comme situation. Ok, c'était vraiment un plaisir de vous avoir. Je voudrais te remercier, Camille. Tu es fondatrice de l'association Tendre la main. Je relayerai sur les réseaux sociaux et on peut tous te retrouver sur l'Instagram et le Facebook de Tendre la main. Et si vous voulez soutenir, rendez-vous sur les réseaux sociaux. Merci Filippo d'avoir été présent, de nous avoir éclairé comme on pouvait. Merci Sékou. Voilà, je te souhaite bonne chance dans la formation que tu fais. Je sais que ton métier est d'être soudeur et je te souhaite le meilleur pour la suite et ta nouvelle vie ici en France. On se retrouve le 14 novembre prochain pour une prochaine émission qui va s'inscrire sur la question des femmes, puisqu'on va parler des femmes en exil et comprendre et voir à quel point les violences sont systémiques pour les femmes. Voilà, je vous invite à retrouver l'émission en replay sur toutes les plateformes de podcast et vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Radio M 593 ou sur Specto Studio. Voilà, c'était un bonheur de vous avoir ce soir. Je vous remercie infiniment et je vous dis à bientôt. Au revoir.